Je vais accueillir le docteur Charlotte Ngo. Elle est là, voilà, la voilà. Vous êtes praticienne hospitalo-universitaire, c'est-à-dire que vous soignez et que vous enseignez en même temps, enfin successivement. Oui. Voilà. Vous appartenez au service de chirurgie, cancérologie, gynécologique et vous travaillez au sein de l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous allez nous parler des traitements ciblés. Donc ce matin, on aura fait l'immunothérapie pour les nuls, l'oncogénétique pour les nuls, et maintenant, on a beaucoup entendu parler de ces traitements ciblés. Donc vous allez nous dire ce que c'est. Voilà, 15 minutes, la clochette à -5 et la petite musique à -1. Bonjour, je vous remercie. Juste un petit rappel sur les caractéristiques de la cellule tumorale. Vous savez que la cellule tumorale est caractérisée par une instabilité génomique très importante. La cellule normale va être agressée par des virus, par certains facteurs du mode de vie, par certains facteurs environnementaux, par certaines mutations aussi héréditaires, comme on vient de le voir, qui vont entraîner tout ça des altérations de l'ADN. Et suite à des insuffisances des mécanismes de réparation de l'ADN, les mutations vont s'accumuler. Et la cellule va se transformer en cellule tumorale. Les thérapies ciblées vont en fait essayer de cibler pour chaque type tumoral les mutations en question qui transforment la cellule. Dans les traitements du cancer, vous le savez, il y a le traitement locorégional, la chirurgie, la radiothérapie, il y a les traitements systémiques. Par opposition à la chimiothérapie, donc en fait la chimiothérapie va inhiber la prolifération cellulaire en bloquant la division cellulaire. Donc ça touche toutes les cellules qui se divisent rapidement et ce n'est pas spécifique des cellules tumorales, contrairement à les thérapies ciblées. La chimiothérapie, ça répond donc à ce paradigme. On fait un diagnostic histologique, on a un traitement et on a des résultats variables. Certains patients vont avoir une plus grande chimiosensibilité que d'autres. Certains patients vont subir une plus grande toxicité que d'autres patients. L'idée, c'est d'avoir plutôt une cartographie des anomalies moléculaires des cellules tumorales et de faire une sélection en fonction de ces anomalies moléculaires pour traiter différemment chaque tumeur selon son profil moléculaire. Donc une thérapie ciblée, c'est un médicament sélectif qui s'attaque aux cellules cancéreuses en ciblant spécifiquement une voie biologique qui est dérégulée dans cette cellule-là, impliquée dans la cancérogénèse et qui va épargner les cellules non tumorales. Ça, c'est l'idéal de la thérapie ciblée. Moins la cible est présente dans les cellules normales et plus le médicament est spécifique et moins il a des effets secondaires. Donc là, vous avez un peu les voies un peu plus techniques, les voies de signalisation cellulaire. Vous avez des récepteurs qui sont à la membrane de la cellule, des récepteurs transmembranaires. Un facteur de croissance dans la cellule normale va se fixer sur ce récepteur et le signal va être traduit dans la cellule par différentes voies de signalisation, les MAP kinases principalement, et va entraîner donc le signal qui va stimuler la prolifération cellulaire. Les mécanismes d'action d'une thérapie ciblée, il y a plusieurs façons d'inhiber un récepteur pour inhiber le signal de prolifération cellulaire. Il y a soit en utilisant un anticorps qui va se fixer spécifiquement au récepteur et qui va empêcher le facteur de croissance habituel de se fixer sur le récepteur, soit en utilisant un anticorps qui va piéger le facteur de croissance et empêcher le facteur de croissance de se fixer sur le récepteur, soit d'utiliser un inhibiteur enzymatique. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Pardon. Le pointeur, voilà. Soit d'utiliser un inhibiteur enzymatique qui va plutôt, lui, agir en inhibant la transduction du signal à l'intérieur de la cellule. Et puis on a aussi des antagonistes qui ne sont pas forcément des anticorps, mais qui sont des molécules qui peuvent se fixer sur le récepteur avec une affinité plus importante que le ligand habituel et ainsi empêcher la fixation du facteur de croissance habituel sur le récepteur. Donc c'est comme ça que vont agir les thérapies ciblées. Pourquoi j'ai pas le... Excusez-moi, ça... Voilà. Donc la première des thérapies ciblées, les exemples que je vais vous prendre sont dans les pathologies que je connais le mieux, donc le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Dans la première des thérapies ciblées, ça a été l'hormonothérapie. Elle permettait d'agir sur les cellules tumorales du sein qui exprimaient les récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone, c'est 80% des cancers du sein. Et cette première
thérapie ciblée, on l'entend plus comme ça aujourd'hui, les thérapies ciblées aujourd'hui sont plutôt les anticorps, les inhibiteurs de tyrosine kinase, mais l'hormonothérapie était une première thérapie ciblée. Ça a commencé dans le début des années 70 avec un passage en traitement en routine pour le tamoxifène, vous le savez, dans les années 80, qui est un inhibiteur sélectif du récepteur aux œstrogènes, qui agit comme un antagoniste dans le sein, c'est-à-dire qu'il va se fixer aux récepteurs aux œstrogènes qui sont à la surface de la cellule tumorale et empêcher les œstrogènes de se fixer sur la cellule tumorale et donc de stimuler la prolifération de ces cellules. On va donc bloquer le stimulus de prolifération de la cellule en bloquant le récepteur aux œstrogènes. Donc ça inhibe donc l'action des œstrogènes dans le tissu mammaire et on a maintenant vraiment bien évidemment c'est une ancienne molécule, un ancien traitement, mais on l'utilise toujours et ça a eu un impact important puisque là vous voyez quand on ajoutait, quand on comparait des patientes qui n'avaient pas de tamoxifène et des patientes qui avaient du tamoxifène, avec le tamoxifène pour un traitement de 5 ans à l'époque, on avait une diminution des récidives. La courbe bleue en haut, c'est les récidives avec sans le tamoxifène, et la courbe bleu clair, c'est les récidives avec le tamoxifène. On voit qu'il y a moins de récidives quand on met du tamoxifène. Donc ça, c'était une première amélioration grâce à une des premières thérapies ciblées. Et puis ensuite, dans le cancer du sein, avec surexpression de l'oncorécepteur HER2, vous savez que l'HER2 et le récepteur de type 2 a l'EGFR, qui est l'épidermal growth factor, qui est un facteur de croissance. Et dans certains cancers du sein, il y a une surexpression de ce récepteur à la surface des cellules tumorales. Et on sait que c'est un facteur de mauvais pronostic, avec une survie réduite, une croissance tumorale accélérée et une fréquence plus élevée de récidive et une fréquence plus élevée de métastases, avec des métastases viscérales et avec un pronostic altéré. Il y a environ 20% des cancers primitifs du sein qui surexpriment l'oncorécepteur HER2. Et donc, on a maintenant, depuis plusieurs années, des thérapies ciblées anti-HER2 qui ont vraiment grandement amélioré le pronostic de ces patientes. Ça, c'est un petit résumé de toutes les thérapies ciblées anti-HER qui existent. Vous avez pour l'anti-HER1, le cetuximab et donc un anticorps monoclonal ou un inhibiteur de tyrosine kinase qui là sont plutôt, c'est une voie qui est plutôt utilisée pour traiter les cancers ORL ou le cancer du côlon métastatique. Bientôt aussi le cancer bronchique non à petite cellule. Et puis on a pour la HER2 plusieurs types de thérapies ciblées qui peuvent bloquer les récepteurs, plusieurs molécules qui vont agir soit sur la partie intracellulaire, soit sur l'activation lui-même du récepteur à la HER2 et qui vont permettre de bloquer le signal de prolifération cellulaire qui existe à la surface de ces cellules qui surexpriment ce récepteur. Et on voit les résultats ici de plusieurs essais. Donc, quand on compare les patientes qui ont maintenant de l'herceptine, quand on les compare avec celles qui n'ont que le traitement standard, c'est-à-dire la chimiothérapie, les patientes qui ont chimiothérapie plus herceptine ont une meilleure survie que les patientes qui sont traitées par chimiothérapie seule lorsque leur tumeur surexprime la HER2. Vous voyez ici, c'est les courbes de survie en jaune avec l'herceptine, en bleu sans herceptine. Donc on voit qu'elles survivent mieux quand on ajoute de l'herceptine. Donc ça a été une révolution dans le traitement des cancers du sein surexprimant HER2, puisqu'on a grandement amélioré le pronostic de ces patientes avec cette thérapie ciblée. Autre exemple de thérapie ciblée, la thérapie ciblée dans le cancer de l'ovaire avec le bevacizumab, qui est un anticorps également, qui va, lui, inhiber le vascular endothelial growth factor, le VEGF, qui est un facteur de croissance des vaisseaux. Et on sait quand une tumeur se forme, pour qu'elle se développe, il faut qu'elle soit vascularisée. Et il y a donc une formation de néovaisseaux. Et cette formation de néovaisseaux se fait sous le contrôle de ce facteur de croissance. Et donc, en bloquant ce facteur de croissance, on bloque la formation des néovaisseaux et on agit donc sur la prolifération tumorale. Et donc, le bevacizumab est un anticorps qui, lui, ne se fixe pas directement sur le récepteur, mais se fixe sur la molécule et bloque la molécule de facteur de croissance, de VEGF, et va empêcher celle-ci de se fixer sur son récepteur et de stimuler la prolifération des néovaisseaux.
Et on voit que il y a eu plusieurs études, je vous en présente une d'elles, mais il y a eu plusieurs études pour son utilisation dans le cancer de l'ovaire. Vous savez que les cancers de l'ovaire sont souvent diagnostiqués à un stade avancé. Dans 75% des cas, ils sont diagnostiqués à un stade avancé, avec un pronostic souvent assez sombre. Et on voit qu'avec le bevacizumab, on a gagné, pas sur la survie globale, mais on a gagné sur la survie sans progression de la maladie. On a gagné quelques mois de survie sans maladie grâce à cette thérapie ciblée, à cet anticorps qui empêche la formation des néovaisseaux dans le cancer de l'ovaire. Je ne sais pas sur le cancer du rein. Je vous ai dit que les thérapies ciblées, le but était aussi de réduire la toxicité en se disant, dans l'idéal, on ne ciblerait que les cellules tumorales qui ont des voies de signalisation altérées. Et donc, les thérapies ciblées sont censées ne pas atteindre les cellules normales et avoir une toxicité moins importante. En fait, ce n'est pas si simple que ça. La toxicité n'est pas nulle. Souvent, le blocage intervient sur des voies de signalisation qui sont communes à plusieurs types cellulaires et on a quand même de la toxicité avec ces traitements. Pour les traitements anti-EGFR, on a de la toxicité cutanée. Pour les traitements anti-HER2, on a de la toxicité cardiaque. Pour les anti-VEGF, on peut avoir principalement de l'hypertension artérielle, mais aussi d'autres toxicités. Donc même si c'est une toxicité qui est moins importante que la plupart des chimiothérapies, on garde une toxicité, on n'est pas encore dans la thérapie qui ne cible que la cellule tumorale et rien d'autre. Donc là, c'est un schéma un peu compliqué, mais c'est pour vous donner une idée de toutes les molécules et de toutes les cibles possibles. Je vous en ai cité 2 qui sont maintenant passées en routine dans le cancer du sein et dans le cancer de l'ovaire, mais il y en a plein d'autres qui sont en développement dans d'autres types de cancers. Il y a les inhibiteurs de PARP dans le cancer de l'ovaire également. Donc il y a plein d'autres molécules en cours de développement avec plein d'essais cliniques en cours. Et puis, l'idéal plus tard, c'est un traitement pour chaque tumeur. Je vais juste vous présenter ce concept d'une étude qui est faite par l'équipe de Curie, où ils prennent des patients qui ont un cancer, quel que soit l'organe atteint, un cancer métastatique réfractaire, donc pour lesquels plusieurs lignes de chimiothérapie ont été essayées et la maladie continue à progresser. Et ils prélèvent un morceau de la tumeur pour faire le profil moléculaire de la tumeur et pour ensuite voir si on peut donner une thérapie adaptée à chaque profil moléculaire. C'est une étude, pour l'instant, on n'a pas les résultats, mais sur la faisabilité, parce que bien sûr, faire le profil moléculaire d'une tumeur, ça ne prend pas 2 jours, mais ils ont quand même montré qu'ils arrivaient à avoir une réponse dans un délai satisfaisant, puisque le délai entre la biopsie, les résultats du profil moléculaire et la décision thérapeutique était de 26 jours, donc c'est quand même un délai correct pour décider d'un traitement, et 40% des patients, sur les 100 premiers patients qui ont été inclus dans cet essai, 40% des patients avaient une mutation pour laquelle il existait une thérapie ciblée qui pouvait être prescrite. Parce que c'est vrai que le but aussi, c'est de développer des molécules pour chaque mutation. On n'a pas aujourd'hui des molécules pour chaque mutation, mais en tout cas, cet essai a montré que c'était faisable et qu'on pouvait identifier des mutations et donner un traitement ciblé. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, c'est une preuve de concept donc c'est un concept qui fait ses preuves. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, on parle de traitement ciblé, mais le traitement ultra ciblé, c'est-à-dire celui qui va toucher que la cellule tumorale, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Alors, on a un horizon pour ça, parce que les choses vont vite, finalement, elles vont de plus en plus vite. On parlait d'oncogénétique, ça a une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Le génome, le décryptage du génome, ça s'est fait très rapidement. Vous avez des pronostics? Non, je ne sais pas si on pourra trouver une molécule qui ne marche que sur la cellule tumorale et pour chaque type de cellule tumorale. Les voies de signalisation sont quand même communes aussi à plusieurs types cellulaires, donc ça paraît compliqué. Peut-être que c'est en utilisant plusieurs thérapies, en associant plusieurs blocages qu'on pourra vraiment cibler chaque tumeur, chaque type tumoral. Je vous remercie. Je vous en prie.